Voilà. On va ouvrir les micros là ce soir. C'est la dernière séquence. Moi, j'aimerais bien. On va faire un petit peu. On va faire un petit apport là sur les résistances éventuelles par rapport à notre mental. Et puis, on s'accordera un quart d'heure en fait d'échange en guise de récap pour pouvoir poser des questions, faire des remarques. Là d'ailleurs, je vais mettre le chat. Bonjour, bonjour. Vous avez les droits pour ouvrir les micros. Donc, alors. Un petit apport pour commencer, parce que quand même, je prépare quand même mes slides, donc j'ai envie de les partager avec vous. Euh, hop, partager, tac, hop là, on va mettre ça là. Alors, tac, 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 on va parler tout de suite. Donc la dernière fois, résumé des épisodes précédents. Ça commence toujours comme ça, les séries. On avait parlé de mon mental et les autres, et de distanciation et de loin des yeux, loin du cœur. Et on avait dit que c'était finalement à la fois un problème et en même temps, on va dire, ça dépendait quand même aussi de nous. Et on se disait finalement l'autre c'est un peu mon propre moi-même, hein. On se disait bah voilà, on est un peu comme les Shadocks, hein. À un moment donné, c'est pas quand on est avec les autres, c'est pas tant le résultat qui compte, c'est aussi le fait d'être avec les autres et de pomper ensemble. Donc parce que tout processus d'apprentissage passe par l'autre, parce que notre cerveau est fait pour fonctionner en réseau. On avait parlé notamment des neurones miroirs. Si tu débranches, tu meurs, hein. Tous les gens qui ont été confinés trop longtemps dans des îles désertes ou qui se sont perdus dans des forêts quand ils étaient tout bébés et qu'on a retrouvé, hein, c'est le mythe de l'enfant sauvage du 19e siècle, eh ben, ils sont des gens qui sont devenus fous parce que, ou bien complètement retardés mentalement parce qu'ils n'étaient pas en contact avec les autres. L'autre me conforte, hein, c'est bon pour mon estime de moi, c'est bon pour ma progression, c'est bon pour me donner confiance. Donc, on a réellement besoin de l'autre aussi sur cet aspect-là. C'est un peu notre miroir magique. Et puis, on s'était dit aussi, bah, le mental, c'est mieux à plusieurs parce qu'il y a aussi cet aspect de feedback, de stroke. Donc, j'espère que vous avez été sympa cette semaine et que vous avez renvoyé plein de strokes positifs aux gens autour de vous parce que c'est aussi ce qui les conforte. La gentillesse avec cette idée en fait des cercles, hein, qu'on avait évoqués, qui sont là. Hein, on est partagé entre trois cercles aujourd'hui, hein, entre la colère. Bon, on la connaît tous à un moment donné dans le confinement. Les cercles centrés sur les conduites qui conduisent souvent à la compulsion, excès de travail, excès d'alcool, excès de tout, excès de plaisir. Et qu'à un moment donné, pour pouvoir ne pas devenir fou, pour pouvoir apaiser notre mental et se construire, ben, on a besoin de satisfaction, on a besoin de sécurité, on a besoin d'être connecté, on a besoin d'être aimé et on a besoin d'aimer les autres. Gentillesse, compassion. Ce soir, c'est un peu un petit deuil, hein, parce que ce soir, c'est la dernière. C'est pour ça qu'on se donnera la possibilité d'échanger, de discuter. Il y a une vraie question qui se pose sur le mental et la capacité ou la manière de le faire changer. Alors que finalement, bon, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis, hein. Je vous dis qu'on n'est pas configuré pour ça. C'est vrai qu'on aime bien les habitudes. On aime bien être dans son canapé. On aime bien les routines. Alors, la routine, c'est bien le matin pour donner un angle, pour se catapulter sur la journée. Là, on avait parlé des rituels, mais pas trop quand même, parce que euh, le cerveau, si je veux pas être comme sur ce formateur, en fait, avoir le track pour ma conférence, alors que j'ai fait une conférence sur savoir gérer son track, ben, il va falloir que je m'entraîne. Et malgré en fait deux, trois freins très forts. On a parlé des émotions. On a parlé des émotions et on avait dit en fait que le schéma émotionnel était beaucoup plus fort que le schéma de la pensée construite. Et ça, si vous vous rappelez, on s'était dit, c'est parce qu'on est relié à des peurs et des colères primaires qui nous renvoient quelques milliers d'années en arrière et où à l'époque c'était une question de survie. Donc dès qu'on a une colère ou dès qu'on a quelque chose qui nous déborde, ben ça nous ramène. Voilà. Et le trac est une bonne illustration de ça. On a un besoin fondamental de sécurité, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, non, c'est Maslow qui l'a dit le premier, avec sa fameuse pyramide. Et puis surtout, pour changer, eh ben, il faut des motivations solides, très solides, et des envies très solides. Moi, j'ai fait des régimes dans ma vie. J'ai passé 30 ans de ma vie à faire des régimes.
J'ai fini par arriver à perdre du poids le jour où, en fait, cette perte de poids était la conséquence d'une révision de mon schéma de vie. Méditation, etc., etc. Je suis parti 12 mois dans une grotte au Tibet. Non, ça, c'est une connerie. Non. Je vois les yeux qui… Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'habite à la campagne, mais pas au Tibet. Mais néanmoins, il faut quand même des motivations solides, des épisodes de vie qui vont faire que on va se dire, ben non, il faut vraiment changer. J'ai cette motivation très forte à changer. Et alors, la bonne nouvelle, c'est une petite leçon de neuroplasticité pour les nuls. Moi, le premier d'ailleurs. Hein. En fait, la bonne nouvelle, c'est que toutes les découvertes récentes qui ont été faites, on a beaucoup progressé sur la connaissance du cerveau dans les années 90, avec tout ce qui est développement de l'imagerie médicale. On s'est aperçu en fait que, les synapses pouvaient se reconstituer, pouvaient se refaire, pouvaient se reconnecter les uns les autres. Ça a été une découverte extrêmement importante. Et puis, deuxième découverte très importante, deuxième clé, et qui est importante à comprendre, parce que rien que le fait de le comprendre, c'est déjà provoquer des connexions dans vos synapses. Donc là, vous êtes en train de gagner des connexions là, quand vous faites l'effort de comprendre. C'est qu'on va pouvoir créer des nouveaux chemins. Et on a même réussi à dire, en 8 semaines, on peut créer des nouveaux chemins. Mais, il y a un petit bémol, et ça renvoie vers cette idée en fait de la motivation, c'est que ces chemins, ils restent fragiles. Pourquoi? Parce que imaginez qu'on a passé, en fait, moi j'ai passé 50 ans, plus de 50 ans de ma vie à construire des chemins neuronaux, autant dire des autoroutes, avec les mêmes comportements, les mêmes habitudes, la même tendance à classer tout dans les mêmes dossiers, à essayer de serrer en fait mes connaissances pour les faire rentrer à tout prix dans des choses qui étaient apparentées à cette nouvelle chose que je découvrais, sans faire preuve vraiment de créativité ou d'innovation. Et donc j'ai construit des super autoroutes. Et puis à un moment donné, j'ai une prise de conscience, hein, et puis je me dis merde, il faudrait quand même que j'essaye d'acquérir des nouvelles choses. Donc effectivement, je vais avoir cette possibilité de créer en fait des connexions neuronales. Et alors avec, en plus, et ça a été prouvé, c'est que je les crée et plus je vais les utiliser et plus je vais les renforcer. Mais néanmoins, à côté, il y a quand même les gros chemins, les grosses autoroutes que j'avais créées. Et donc, pour peu qu'il y ait à un moment donné une émotion qui vienne me submerger, on l'a dit tout à l'heure, elles prennent le pas, les nouvelles technologies, les informations qui vont dans tous les sens qui arrivent et qui me fragilisent, et plus je vais avoir tendance à abandonner mon petit chemin de montagne que je suis en train de creuser patiemment avec une pelle et une pioche pour me réfugier en fait sur le gros autoroute qui est nettement plus facile à prendre. Donc il y a un vrai travail en fait de persévérance, d'encadrement, de motivation pour pouvoir faire que ce petit cheminement en fait que je vais créer, ça devienne là, ce petit cheminement, une autoroute, elle-même une autoroute qui va pouvoir à un moment donné faire que l'autre autoroute, celle que j'empruntais depuis 40 ans, je vais accepter de la fermer. Et par exemple, la transformation de sa manière de s'alimenter est apparentée à une de ces autoroutes. Alors, comment on fait? Moi, j'ai voulu aussi échanger, puis après, on va enfin ouvrir les micros au bout de 3 semaines. J'ai voulu vous proposer, moi, quelques clés de ce changement, puis on essaiera de discuter ensemble après, puis voir s'il y en a d'autres. D'abord, on ne change pas dans la contrainte. Il faut du plaisir. Il faut du plaisir. C'est important, le plaisir. Voilà. Il vaut mieux de la bonne qualité en petite quantité. Il faut savoir détecter le positif et créer du désir. Alors, il y en a qui vous disent « Ouais, mais non, ouais, mais il y a le principe de réalité. » Ouais, mais je suis désolé, moi, il y a un autre principe de réalité, c'est que vous avez besoin de motivation intrinsèque. Vous connaissez la différence entre la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, elle repose sur ce fameux cercle en fait, de la compulsion. Tu veux de l'argent, tu veux encore en gagner plus, tu veux encore une plus belle prime, etc., etc. Alors ça marche un temps. Et puis à un moment donné, ça finit par s'émousser. Alors que si finalement, je suis motivé par le fait de me développer, par l'amour que j'ai pour quelqu'un, par la solidarité que j'ai pour les autres, ça va être beaucoup plus fort que cette motivation extrinsèque. Et c'est là où on peut parler de motivation intrinsèque. Donc,
savoir détecter le positif et créer du désir, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, de surfer sur cette croyance. Hein. C'est quand vous allez un petit peu plus loin sur la neuroplasticité, ben, en fait, le paradoxe, c'est que pour que ça marche, il faut penser que ça peut marcher. Et là, en fait, on va créer du plaisir, on va créer du désir, on va créer de la motivation. Et c'est parce que je suis motivé que je vais pouvoir en fait poursuivre et continuer et que ça va marcher. Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on est un petit peu dans l'auto-prédiction. Ça peut aussi marcher de manière contraire. C'est-à-dire si je suis persuadé que je tombe toujours, que je suis condamné à l'échec, et puis en plus j'ai pris une tuile sur la gueule et ça me conforte dans le fait que j'ai pas de chance, et ben ça va marcher aussi de ce point de vue-là. Et ça va être un peu le côté sombre, c'est-à-dire je peux créer des chemins qui vont plutôt favoriser l'échec ou qui vont plutôt favoriser quelque chose qui ne sera pas de l'ordre de l'apprentissage. Donc c'est un peu le côté sombre et le côté clair. Alors comment on fait? Alors ben on peut méditer. Hein, ça fait plusieurs reprises que je tombe en fait sur des bouquins où on dit ben, finalement l'esprit c'est comme la muscu. Hein, si je veux des gros biceps, je vais aller en salle de muscu. Si je veux muscler mon esprit, si je veux le stabiliser, si je veux essayer de l'apaiser, ben rien de tel qu'un coussin et un demi-lotus. Voilà. Et je commence 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Puis à un moment donné, j'arrive à tenir 25 minutes. Et quand vous faites ça, vous entraînez en fait votre esprit à s'apaiser, vous calmez les flux d'informations, vous allez à la rencontre de vous-même de manière beaucoup plus profonde. Et de ce point de vue-là, c'est un véritable entraînement. Ça peut être aussi, alors il y a eu, je lisais un article l'autre jour sur le neurofeedback. Le neurofeedback, c'est quoi? C'est vous rendre conscient, en vous mettant un petit bonnet avec des électrodes, c'est vous rendre conscience en fait, de la manière dont votre cerveau réagit quand vous faites une action, quand vous avez une pensée. Ça va éclairer en fait une part. Donc vous avez des électrodes, tu vois, Isabelle, tu as des électrodes, tu as ton écran comme ça, tu as l'image de ton cerveau, et quand tu as une pensée, en fait, tu vas localiser en fait sur l'image de ton cerveau le point qui est activé. Et l'idée, ça va être de s'entraîner à activer certaines zones de son cerveau en ayant certains types de pensées ou de comportements. Eh ben, le fait de voir son cerveau s'activer renforce par un effet de feedback la capacité à l'activer. Donc, neurofeedback, ça fait partie des choses qui sont en développement aujourd'hui. La cohérence cardiaque aussi, qui est intéressante, hein, l'idée d'essayer de coordonner la pensée et le rythme cardiaque, le souffle, pour s'aligner. Tout ce qui est aussi du domaine de la psychologie positive, alors qui a été beaucoup décrié. En ce moment, on a sur les réseaux Julia de Funès, qui est très active pour dénoncer la psychologie positive, le coaching, etc., le pays des bisounours, tous ces gens qui font du développement personnel. Eh ben, elle a peut-être raison sur un certain nombre de points, mais il y a un point sur lequel elle a tort, c'est que le fait, en fait, d'utiliser, d'avoir cette capacité à essayer de trouver les points positifs des choses, nous donne une habitude, transforme notre cerveau et fait que notre cerveau, plus volontiers, il va aller plutôt vers les choses positives et renforcer en fait cette capacité à un moment donné à le faire et à détecter ces choses positives. C'est prouvé aujourd'hui. Et alors, il y a aussi le LSD. Pardon, excusez-moi. Oui, Christine, hein, ça rappelle des vieux souvenirs, cette histoire. Pourquoi je vous en parle? Alors, ça reste entre nous, hein. Surtout ne faites pas. Tu n'enregistres pas, hein, Sophie, bien entendu. Si, elle enregistre, en fait. En fait, pourquoi? Parce que l'idée, c'est de vous ouvrir un petit peu les chakras et les neurones. Je suis tombé dans un excellent bouquin qui s'appelle Voyage aux confins de l'esprit de Michael Pollan. Bon, et qui parle effectivement des recherches qui ont été faites sur un certain nombre de substances qui ne sont pas des substances addictives, mais type psilocybine et LSD, qui auraient des effets sur le cerveau. Alors, j'en dirai pas plus parce qu'après, on pourrait m'accuser de prosélytisme, déjà que je picole en faisant un cours. Mais je suis chez moi. Hein. Je vais pas aller plus loin sur ce champ-là. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que gaiement, je mette fin à cette présentation, qu'on investisse en fait cet espace de liberté qui est le nôtre, voilà, et puis que peut-être vous n'hésitiez pas à poser des questions. Alors je vais regarder, c'est de qui le bouquin? Michael Pollan, M-I-C-H-A-E-L, plus loin, Pollan, P-O-2-L-A-N, et c'est chez Canto, une maison d'édition qui s'appelle Canto. Et ça a été notamment célébré par le New York Times. Voilà. Donc c'est du sérieux, hein, c'est du lourd, hein, c'est épais. Hein. C'est digne d'une école, d'une business school.
Alors, la sophrologie, oui. Alors, quelqu'un dit la drogue, oui, pourquoi pas. Oui, attention, hein, je ne vous ai pas expliqué qu'il fallait absolument, pour pouvoir développer ses capacités neuronales. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Lucy in the Sky, à la TJC, cette kit bouquin, ça y est, j'y ai répondu. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, hein, parce que c'est bien le distanciel, mais c'est encore mieux quand ça se fait à plusieurs. Voilà, donc on a passé 3 saisons ensemble sur cette affaire de mental. Peut-être je sais pas, vous avez des questions en tête, vous avez besoin de clés supplémentaires. Euh, N'hésitez pas. Ou bien on peut boire, hein. C'est aussi une autre possibilité. Hmm. Ah, c'est toujours le premier qui. Le micro est bloqué. Ah, Sophie, au secours. Sophie, tu m'entends? Ouais, c'est barré, ça y est. Alors non, 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 je t'entends. À première vue, non, vous devriez pouvoir ouvrir vos micros, Alors me attendez, je semble. vais essayer. On va faire un petit. Par exemple, Isabelle. Hop, ton micro fonctionne. Isabelle, tu peux y aller, tu peux poser la question que tu as tant envie de poser. Normalement, c'est Non, bon. bonjour. Je n'ai pas particulièrement de Bon. questions, mais bon, effectivement, la sophrologie, pour moi, c'est un bon outil. Bon, je suis sophrologue, hein, donc c'est normal. Mais Alors, je fais le lien avec une chose, c'est que en fait, moi je vous ai cité, on va oublier hein, la petite joke sur le LSD, mais je vous ai cité un certain nombre de voies. C'est là aussi où c'est très important, c'est-à-dire que on n'est pas il n'y a pas un outil standard, malheureusement ou heureusement, je sais pas, qui permettrait de développer son mental, d'ouvrir des perspectives. Mais il y a vraiment un cheminement à trouver soi-même. Je pense que ça, donc il y a effectivement la sophrologie, il y a la méditation. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à expérimenter. Déjà, de toute façon, le principe d'expérimentation, si vous allez voir un sophrologue, puis après vous allez voir un thérapeute, et puis pourquoi pas vous allez voir un chaman, et puis pourquoi pas vous allez voir un coach, rien que cette démarche-là, en fait, d'ouverture, va favoriser en fait les connexions entre vos synapses. Donc, le chemin, en fait, que vous prenez est déjà une manière, en fait, d'interagir sur le développement de votre cerveau. Et là, j'ai une question, Jean-Christophe, c'est Stéphane. Ouais. J'ai adoré l'histoire des synapses et des autoroutes. Et ma question, c'est est-ce que ça fonctionne dans tout le cerveau ou uniquement le cortex, le cognitif, mais également l'émotionnel? Ah, ça, c'est une super question. Et là, on va toucher à ma limite, mes limites d'incompétence parce que je Ah, je suis suis comme toi. désolé. Non, non, mais c'est pas. Ah non, mais sois pas désolé. En fait, tu me challenges. Ça va me donner envie après de me plonger dans des bouquins. Mais je pense que profondément, on est plutôt dans le domaine du cortex et de la pensée construite. Cette histoire en fait de connexion neuronale, puisque l'idée est, on est quand même dans un modèle. Donc je pense que si jamais il y avait un neurologue ou un neuropsychiatre ou un neuromachin, un truc chouette qui serait en train de nous écouter, qui serait en train de dire ce mec il déraille complètement, mais le modèle que je vous propose, c'est effectivement de considérer qu'il y a d'un côté ce qui est du domaine de la pensée construite, avec ce qu'on appelle notamment les neurones fuseaux, qui favorisent en fait cette pensée construite, et de l'autre côté, on a un modèle qui est le réceptacle, une autre partie qui serait le réceptacle des émotions, même si on sait que c'est pas aussi simple que ça, qui est le reptilien et le limbique. Et en fait, ce qui va nous conduire à élaborer des stratégies, à élaborer en fait des conduites de changement, est à mon avis plutôt situé du côté du cortex dans le modèle que je partage, avec vous. D'accord. Voilà. Merci. Avec plaisir, Stéphane. Ah, c'est dur, hein, c'est vendredi soir. Alexandre, c'est Alexandre, tu m'entends? Ouais, Alexandre, ouais, je t'entends. Oui, je voulais savoir s'il y avait des bonnes pratiques à tirer du sportif du haut niveau, sur le mental, choses comme ça, préparation mentale, qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, alors, je suis pas un spécialiste, je suis pas spécialisé dans le sportif de haut niveau. J'ai une image, j'ai une expérience extraordinaire que j'ai eue avec une sportive de haut niveau, en tout bien, tout honneur, en tant que coach en entreprise, qui était DAF, qui est toujours DAF, directrice administrative financière d'une très grosse boîte, et qui en même temps était engagée dans les Ironman. Donc, je crois que c'est 15 heures ou 16 heures à courir, à marcher, à faire du vélo, etc. Et elle avait en fait elle avait un gros problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à bouger son temps. Donc, c'était venu dans le coaching parce que c'était quelqu'un qui était très souvent pris par ses émotions. Et la manière dont elle était prise par ses émotions, c'est qu'elle exprimait tout sur une tonalité de la tristesse et des larmes. Et donc,
que ça soit en fait des joies, des célébrations, etc., c'était pour elle un vrai problème, c'était un débordement émotionnel permanent. Elle pleurait. Donc il y avait un truc joyeux, elle pleurait, un truc triste, elle pleurait, en colère, elle pleurait, etc. C'était un vrai problème. Et on a travaillé ça en fait justement par le biais de son engagement de sportif de haut niveau. On a travaillé sur une chose toute simple. On a travaillé sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suis dispersé et que je n'arrive pas à améliorer mon temps. Et elle me dit, en fait, le problème, c'est que je me projette et je vois sur la ligne d'arrivée, en fait, tous les gens qui comptent sur moi, qui sont là et qui m'attendent. Et ça me touche énormément. Et on a fait une seule chose. Je lui ai dit, écoute, plutôt que de penser à ceux qui t'attendent, moi, je vais te demander de te connecter à ce que tu vas ressentir toi quand tu vas passer la ligne d'arrivée. Quelles vont être tes émotions qui t'appartiennent à toi? Qu'est-ce qui va te rendre joyeuse? Quels seront les motifs de satisfaction? Et on a fait un travail de visualisation en fait sur cet instant en fait où elle dépassait la ligne d'arrivée. Ça a été extraordinaire. Je ne me rappelle plus les chiffres, mais je crois qu'elle a amélioré son temps de 45 ou 50 minutes, ce qui est complètement faramineux. Et en même temps, elle a beaucoup géré ses émotions avec beaucoup moins de difficultés, débordements, dans le cadre professionnel. Et c'est pour répondre à ta question, le charme du sportif de haut niveau, c'est qu'il teste tout de suite ce qu'on lui propose. Et il a une capacité, en fait, à tout de suite se dire, tiens, je vais essayer, ça coûte rien, si ça marche, tant mieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si ça marche pas, ils font pas. Et si ça marche, je pense que le fait que ça se conclue par une réussite et une décharge très forte au moment où ils réussissent, va ancrer encore plus durablement, en fait, le nouveau comportement qu'ils ont choisi d'avoir. Donc, c'est un bonheur. Enfin, je m'en souviens comme d'un bonheur. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question. Mais, alors, je vais y répondre aussi. Je vais ajouter une chose, c'est que un changement, en fait, est globalement un changement physiologique. Il n'y a pas un changement qui soit simplement un changement par une petite lucarne, qui soit simplement au niveau du cerveau, au niveau du corps, au niveau du souffle, au niveau de l'esprit. Quand on change, on essaie de changer l'ensemble en fait, du système, mais généralement, ça passe d'abord par le corps. Pourquoi ça passe par le corps? Parce que, par exemple, si je veux changer une habitude, je vais d'abord m'engager physiquement dans le changement de cette habitude. Je peux décider qu'à telle heure, je vais faire telle chose et mettre une petite alarme ou mettre un petit post-it pour en créer une nouvelle habitude. Donc, elle va d'abord passer en fait, par l'essence et par le corporel avant, à un moment donné, de se traduire par un changement au niveau du mental. Et c'est peut-être aussi ce qui sera encore plus puissant, en fait, le sportif de niveau, quand à un moment donné, il intègre des changements. Passionnant. À ta santé, Candice. C'est vrai que vous êtes très, très beau. Personnellement, je n'ai pas de compétences spécifiques en matière de psychologie, etc. Mais simplement, j'ai envie de dire, il faut essayer. Sans que ça soit que dans le mental, quoi. Parce que, voilà, la question, oui, non, peut-être, etc. On se lance, on verra bien. En mesurant les risques, évidemment. Hein. Oui, et puis, de toute façon... Christine, là où je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que de toute façon, alors d'abord, l'acception du mental qui est la nôtre pour ces trois rendez-vous, c'est quelque chose d'extrêmement global. Hein, on n'est pas simplement dans l'outil qui nous sert à penser quand nous on parle le mental, mais on parle justement dans cet ensemble qui fait qu'on va être en équilibre, qui fait qu'on va se développer, qui fait qu'on va avancer. Donc le fait de se dire, et c'est peut-être tout le charme du sportif en fait, c'est-à-dire que, comme tu le dis, il faut essayer. Voilà. J'essaye. Si j'essaye et que ça ne marche pas, tant pis. Si j'essaye et que ça marche, eh ben, je commence déjà à favoriser ces fameux petits chemins de montagne au niveau des synapses et au niveau des neurones et à créer le début de quelque chose. Et puis, ce qui est très important, c'est que je comprenne aussi que si jamais, à un moment donné, il y a un débordement émotionnel très fort, il y a une tension très forte, ben, le risque, c'est que j'emprunte à nouveau l'autoroute. Mais ce qui est intéressant, c'est de l'assumer, ce risque. Déjà, le fait de visualiser comment ça se passe là-dedans et d'assumer ce risque va faire que si je suis fatigué, j'ai le droit de me l'accorder. Et puis le lendemain, quand ça va aller mieux, je vais reprendre la construction de mon autoroute de montagne. Donc, le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il se fait déjà en ayant conscience de la manière dont il va se faire. Et on en revient un peu au neurofeedback. Hein. On peut se créer soi-même son neurofeedback, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement du cerveau,
comprendre que le cerveau est malléable, comprendre qu'il faut être dans le plaisir, comprendre qu'il faut être dans l'expérimentation et que ça favorise le développement du cerveau, c'est déjà développer en fait son cerveau. Alors, il vous reste 4 minutes. Je vais regarder le chat, je vois des questions peut-être qui arrivent. Ah oui, Geneviève, oui, la pratique du tai chi aide au changement de comportement, à calmer les émotions négatives, à travailler sur soi. Geneviève, si tu peux prendre la parole, rappelle-moi combien d'années de tai chi? Alors attends, je vais peut-être l'activer. Je t'active ton micro. Hop là. Ah non. Hop là, il est activé. Non. J'ai réussi, je crois, non? Là, ça marche? Ouais, c'est bon. C'est bon. Mais ça fait qu'1 an et demi que je pratique ça avec un petit groupe. L'association s'appelle Lianchi. Je crois d'ailleurs qu'il y a Régis aussi en ligne. Et voilà, j'ai découvert ça et je ne pouvant plus pratiquer le sport de haut niveau, il faut à un moment donné calmer le jeu. J'ai découvert le tai chi associé au kung fu. Donc, kung fu pour la partie dynamique et tai chi pour la partie retour au calme. Et franchement, bon, il y a du travail, hein. Je suis loin d'atteindre le calme et la sérénité à toute épreuve, mais j'ai rejoint un groupe extraordinaire qui sont vraiment dans l'aide, l'entraide, pas le jugement. C'est très, très bien. Ça m'aide beaucoup. Voilà. C'est intéressant ce que tu nous dis, parce que ça fait un petit rappel de ce qu'on s'est dit la dernière fois, à savoir que si on veut changer, si on s'inscrit dans une dynamique de groupe, c'est encore plus puissant. C'est ça. C'est encore plus puissant parce qu'on va être nous-mêmes dans cette volonté de changer. Les autres vont nous renvoyer qu'on change. On nous ancrer en fait dans notre pratique. On s'était dit, ben voilà, le cercle de l'affiliation, hein, se sentir aimé, se sentir emmené et emporté, ben ça favorise le changement. Donc, il est évident qu'un changement qui se met en œuvre dans un collectif est un changement qui sera plus durable, qui va être plus actif et qui sera plus à même à un moment donné de tenir, puisqu'on est dans cette solidarité, dans ces liens qui vont faire que celui qui va avoir tendance à lâcher, s'il est rattrapé gentiment par le groupe, il aura plus de chances de poursuivre dans ce chemin de changement. Bon, je salue Régis qui est en ligne et voilà, et j'espère rapidement le retrouver parce qu'il est aussi prof au niveau de ce club et c'est super. Voilà, merci. Merci Régis. Ce que je voudrais dire au niveau du changement, ne serait-ce que depuis qu'on est en confinement, on n'a jamais eu autant de web. Et là, on est en train d'agir, là, tous, dans le changement. Et au début, j'étais timorée et je m'aperçois qu'on est des tas de gens qui apprécient de nous retrouver. Et donc, c'est déjà un changement de façon de travailler futur, de me dire, tiens, vous voyez, comme quoi, à toute chose, malheur est bon, finalement. On est en train de changer. Et c'est là où on fait aussi le lien avec le système de croyance et que ça a un impact. C'est-à-dire que si je pense que c'est bénéfique et si je pense comme moi personnellement, je pense qu'il faut l'intégrer parce que c'est l'époque qui change. Et donc, moi, je me suis mis dans une perspective d'intégrer tous ces nouveaux outils. Donc, c'est ma croyance personnelle. Et ma croyance personnelle a donc un impact sur la manière dont se développe mon cerveau, puisque faisant ça, je vais confronter mon cerveau à l'inconnu, à des nouvelles technologies, à des nouvelles techniques, à des nouveaux moyens de ressentir les autres, puisque je fais du coaching aussi en différé. Et à ce moment-là, je vais offrir des perspectives de développement. Je vais agir sur la neuroplasticité en fait, de mon cerveau. Et pour ajouter à ce que tu dis, ce qui est extraordinaire, moi, si je fais le bilan de cette période, qui à bien des égards est une période un peu sombre, hein, parce qu'il y a aussi de la tension et de la souffrance, moi, je l'ai vécu aussi comme étant des opportunités de rencontre telles que j'en ai jamais eu sur les 15 dernières années. J'ai rencontré, et là, vous en êtes la preuve même, je n'ai jamais rencontré autant de gens, en fait, que ce qui se passe depuis 4 semaines. Donc, je me dis que c'est certainement bon pour mon cerveau. Anne-Laure Maldinet, je dois vous laisser pour partir en week-end. Merci, à bientôt Anne-Laure, au revoir. Voilà. C'est Stéphane qui parle. Je pense qu'on n'a jamais été aussi proche que depuis que nous sommes d'ici.
Alors, Pour rebondir sur ta parole, Jean-Christophe. ouais, j'ai entendu, ouais, on n'a pas jamais été aussi proches que depuis que nous sommes distants. Moi, il y avait un truc qui avait très très mal résonné à mes oreilles, personnellement, mes oreilles à moi, c'était l'idée de distanciation sociale. Je n'ai jamais été autant dans la proximité que je le suis depuis 5 ou 6 semaines. Proximité avec les éléments, avec la nature. Alors oui, j'ai la chance, et quelquefois je culpabilise quand je le dis, j'ai la chance d'avoir un grand jardin et d'habiter à la campagne. Et ça, aujourd'hui, je suis conscient que c'est un vrai luxe. Mais j'ai la chance de pouvoir me mettre au milieu des arbres et de méditer. Donc, j'ai jamais été aussi proche de mes arbres que depuis 4 semaines. J'entends même des bruits que je n'entendais pas avant. Le crissement des feuilles sur le sol, ça m'a frappé l'autre jour. J'entends maintenant les bruits qui craquent, les feuilles qui craquent. Ça fait partie de mon univers sonore. Ça n'en faisait pas partie avant. Je rencontre des gens constamment. Je me suis mis en danger, c'est-à-dire que j'ai accepté, par exemple, j'ai accepté de faire un webinaire sur le mental. Bon, je ne suis pas un spécialiste là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis forcé à faire des slides, je me suis forcé à aller chercher, à compiler de l'information, à relire des livres. Et ce faisant, je me mets effectivement dans une stratégie, dans une contrainte qui m'oblige à développer en fait mon mental. Mais c'est mon cheminement. Et c'est un peu la difficulté, c'est que là, c'est à chacun d'essayer de voir comment il va orienter en fait sa contrainte et son cadre, parce qu'il faut une contrainte et un cadre. Et en même temps, il faut du plaisir. Donc, il faut un équilibre entre le cadre et la contrainte et le plaisir. Voilà. En tout cas, écoutez, il est 19h02. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir en fait à échanger avec vous durant ces 3 semaines. Voilà, j'espère que j'aurai le plaisir de vous revoir. Il y en a qui sont là le matin, puisque j'anime par ailleurs depuis le début de la croisière un espace qui s'appelle M&M. Et je vois des gens comme Monique et d'autres qui sont présents, qui sont là tous les matins à 7h40, à 8h20. Et je vois des petits messages qui arrivent, donc je vais les regarder. Ce qui est incroyable, c'est de voir en fait que des gens à 7h40, on est aujourd'hui toujours entre 20 et 35 personnes tous les matins de 7h40 à 8h20. Voilà. De gens qui se mettent en marche tous les matins régulièrement. Donc c'est très chouette. Je vous souhaite un excellent week-end. Buvez un coup à ma santé. Moi, je boirai un coup à la vôtre. Et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver un de ces 4 sur les réseaux, mais aussi dans la vraie vie. Merci à vous. Bon week-end. Au revoir. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir Bruno. Au revoir Isabelle. Au revoir Monique. Au revoir Geneviève. Salut Alex. Salut Candice. Au revoir. Merci, au revoir à tout le monde. Bon week-end à tous. Nicole. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir Isabelle. Au revoir. Au revoir Nicole.